Chères toutes, chers tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Culture Média Algérie. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans l'histoire intellectuelle de l'Algérie durant la colonisation à travers une famille singulière, les Benchneb, dont les parcours et les travaux ont marqué profondément la culture, la littérature et le théâtre. Une famille d'intellectuels en période coloniale. Mohamed, né en 1869, mort en 1929. Saad ad-Din, né en 1907, décédé en 1968. Et Rachid, né en 1915, mort en 1991. Professeur d'université, tous les trois. Auteur de nombreux ouvrages sur le théâtre, la littérature et la culture. Je ne connaissais pas du tout Ben Chleb. Je découvre Saad ad-Din à la lecture des mémoires de Mahieddine Bashtarzi qui le cite à plusieurs reprises dans ses mémoires. Je me lance à la recherche de ces textes, puis au fur et à mesure de mes lectures, Mohamed et Rachid s'imposent à moi, tous les deux docteurs comme leur papa, Mohamed, et professeurs d'université. C'est une famille singulière dans une Algérie colonisée. Médéa est une ville pionnière au niveau de la prise en charge des formes européennes comme le théâtre, l'enseignement par exemple. D'ailleurs, les premières pièces de théâtre jouées à Médéa datent de 1909. Je dis bien de 1909, juste après la tournée de Qardahi et de la troupe Al-Masri ou Jawq Al-Masri. L'enseignement parle. Donc, il y avait aussi l'enseignement, mais pas pour tout le monde. Bien avant la loi Jules Ferry de 1883, qui rendait l'école publique obligatoire, un décret du 14 juillet 1850 portant création des écoles arabes françaises avait été signé. Mais ce décret, bien entendu, qu'on s'entende, ne concernait pas tous les Algériens, uniquement les enfants de notables, et beaucoup d'Algériens refusaient d'aller dans cette école coloniale. 3 établissements supérieurs étaient créés à Tlemcen, Constantine et Médéa. Au début, très peu d'Algériens acceptèrent de fréquenter ces écoles. L'enseignement était strictement traditionnel. L'objectif des autorités coloniales était clair: former des magistrats, des instituteurs et des administrateurs loyaux à la France. Les autochtones avaient compris la finalité de cette instruction, considérant au départ toute compromission avec la science, entre guillemets, des infidèles, inadmissible, avant de prendre la décision de, encore une fois, les guillemets, voler le savoir, pour prendre les propos de Cheikh Msmaya. Ce qui avait permis au gouvernement français de recourir à un enseignement parallèle apte à briser les résistances des indigènes. Le refus scolaire dont parle Yvan Turin dans son étude Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale était devenu conscient en 1880, soutenu par un discours politico-religieux. Le décret de février 1883 relatif à l'institution de l'école publique obligatoire permettait à des fils de notables de suivre un enseignement gratuit. Les autorités coloniales voulaient attirer un certain nombre d'enfants, recrutés notamment dans l'univers des notabilités, qui auraient pour mission de véhiculer et reproduire le discours colonial tout en
tout en évitant d'intégrer le grand nombre, ce qui pouvait poser de sérieux problèmes à la colonisation, qui appréhendait l'émergence d'une sensibilité et d'une conscience nationale. Les autorités coloniales ne voulaient nullement permettre au grand nombre d'aller à l'école, ni en français, ni en arabe ou dans une quelconque autre langue. En 1954, à la veille du déclenchement de la guerre de libération, le nombre d'élèves scolarisés était estimé à un peu plus de 293 000 sur une population en âge scolaire avoisinant les 2 millions de personnes, alors que le nombre d'étudiants musulmans fréquentant l'université d'Alger, ouverte en 1909, représentait une infime population. Un musulman sur plus de 15 000 était étudiant, alors qu'un Européen sur 227 l'était à cette époque. Les colonisateurs ont saisi que beaucoup de ceux qui ont été à l'école ont retourné leurs armes contre la colonisation. D'ailleurs, c'était parmi ces anciens élèves, notamment des instituteurs, que se recrutaient les cadres des partis nationalistes. C'est dans ce contexte que Mohamed Bounchneb allait fréquenter l'école à Médéa, puis poursuivre ses études à Alger, à l'école normale de Bouzaréa, ce qui allait lui permettre d'exercer la fonction d'instituteur à la Casbah tout en continuant ses études à l'école des lettres d'Alger. C'est un peu l'instituteur de Mohamed Dib qui apostrophe ses enfants ainsi: nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Abu Zaria, comme bien avant à Médéa, Benchneb a pris conscience des jeux tragiques de la discrimination coloniale. À Abu Zaria, il y avait deux collèges. Mohamed était affecté, comme les autres autochtones, à une section cours indigène. Polyglotte, maîtrisant le français, l'arabe, l'hébreu, l'espagnol, le persan et le latin, il est le premier enseignant algérien à l'université d'Alger, où il enseigne la littérature arabe à partir de 1909. Bencheleb était fortement respecté dans les milieux scientifiques, lui qui s'intéressait à de nombreuses disciplines dont la littérature, le droit et l'ethnologie, la théologie, la linguistique, la poésie, la philosophie et l'histoire. À l'université d'Alger, il succédera à René Basset, qu'il considérait comme son maître à la tête de la chaire de langue et littérature arabe, après avoir soutenu en 1922 sa thèse de doctorat consacrée à Abu Dalama, poète bouffon de la cour des premiers califes abbassides. Membre de l'Académie arabe de Damas depuis 1920, sa participation au 16e congrès des orientalistes en 1915 allait impressionner de nombreux chercheurs et grands savants de l'époque. C'était le temps de l'orientalisme triomphant. Les travaux de Mohamed Bejneb sont considérables. Il insiste dans ses recherches sur la rigueur et la nécessité de confronter les connaissances avec les réalités concrètes. Il est l'auteur de nombreux textes, dont les plus connus sont l'édition critique de l'ouvrage d'Abul Arab, les groupes de savants de l'Ifriqiya, ainsi que Proverbes arabes de l'Algérie du Maghreb, mots turcs et persans conservés dans le parler algérien. Ce sont des textes qui ont été publiés entre 1905 et 1920. Il a traduit de nombreux textes de philosophes musulmans, notamment ceux d'Al-Ghazali sur la pédagogie, lettres sur l'éducation des enfants. Il s'intéressait également à la poésie populaire et a publié un texte sur Ibn Saïd, père de 9 enfants. 2 d'entre eux allaient être des espaces référentiels aux recherches sur la littérature et les arts en Algérie et dans les pays arabes. Il s'agit de Saad ad-Din
et de Rachid, chercheur prolifique qui produisait énormément, notamment dans des périodiques spécialisés comme la revue africaine ou revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. On ne peut travailler sur le théâtre et la littérature de langue arabe sans convoquer leurs travaux. Saad Eddin, qui a préfacé le premier tome des mémoires de Mahiddin Bashtarzi, est un fin connaisseur du théâtre, grand ami des artistes et écrivain algérien. Professeur à la Médersa d'Alger, puis enseignant de littérature arabe à la faculté des lettres, comme son père d'ailleurs, il s'intéresse à plusieurs champs: la littérature classique et populaire, le théâtre, la chanson, la métrique, la poésie populaire. Sadeddin n'était pas militant du MTLD ou du FLN, mais avait servi le pays en faisant connaître des pans de notre culture. Il a publié des textes considérés comme une réponse aux autorités coloniales qui soutenaient que l'Algérie était un espace sans profondeur culturelle et historique. Il a été longtemps fonctionnaire durant la période coloniale, occupant le poste de sous-préfet puis ambassadeur plénipotentiaire en Arabie saoudite. À l'indépendance, il est doyen de la faculté des lettres d'Alger. Son frère Mohamed, son frère Rachid s'intéresse également à la littérature arabe et au théâtre. Il n'est nullement possible, quand on interroge le théâtre ou l'anthropologie en Algérie ou dans les pays arabes, de ne pas tenir compte de ces travaux qui font autorité. Regard sur le théâtre algérien, les dramaturges arabes et le récit cadre des Mille et une nuits, trois récits de chasse de la région de Médéa, la fête religieuse et populaire dans l'islam, Al-Lalou et les origines du théâtre algérien, ou les rapports de l'Orient et de l'Occident vus par l'écrivain Yahya Haqi. La famille Bencheneb a donné à lire des pans entiers de notre culture. La famille Bencheneb qui a donné donc à lire, à saisir des éléments considérables de la culture algérienne, démontre ainsi l'idée coloniale selon laquelle les colonisés n'avaient pas d'histoire. C'est un démenti cinglant et clair porté par des générations d'intellectuels qui ont su faire de la connaissance un outil de résistance et de transmission. Leur héritage est immense. Il traverse la littérature, le théâtre, la poésie et l'anthropologie, et il continue de nourrir notre mémoire collective. En évoquant Saad Eddin et Rachid, nous ne parlons pas seulement d'une famille, mais d'un symbole de la vitalité intellectuelle algérienne en période coloniale, d'une volonté farouche de préserver et d'enrichir notre culture malgré les obstacles et malgré toutes les tentatives de destruction coloniale. Chères toutes, chers tous, sur ma chaîne YouTube Culture Média Algérie, je tenais à partager avec vous ce parcours exemplaire qui nous rappelle que la culture est une arme de dignité et de liberté. Merci de votre fidélité, merci de vos partages et de vos commentaires qui donnent vie à cette aventure collective. Abonnez-vous, activez cette volonté, ce désir d'aller de l'avant et de connaître davantage la culture algérienne. Et rejoignez-moi pour continuer à explorer ensemble ces pages lumineuses de notre histoire et de nos cultures. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. À très bientôt, chers amis.